Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 78 pour une émission particulièrement éclectique où l'on va parler de course de côte, de rallye et d'un rassemblement de voitures anciennes comme vous n'en avez jamais vu. On commence tout de suite par le premier reportage de cette émission avec les boucles de la Semois. Ce rallye comptant pour le championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait une fois de plus attiré la toute grande foule au niveau concurrent, attiré par un parcours de toute beauté qui fait toujours l'unanimité. C'est G-Photographie qui était votre témoin sur place. Il vous en ramène les meilleures images. C'est parti! L'équipe Superstage vous donne rendez-vous les 1er et 2 octobre 2022 pour la 7e édition du Arrowa Rally. Comptant pour le championnat VAS, il reliera les Ardennes flamandes au pays des collines. Épreuve également candidate plus que jamais au championnat BRC 2023. Arrowa Rally, un événement Superstage. Info sur www.arrowarally.com. C'est sous une météo particulièrement agréable que s'est déroulée cette 20e édition du rallye de la Semois. La beauté de son parcours naturel avait attiré pas moins de 140 équipages et de très nombreux spectateurs. Avec le retrait prématuré de Jean-Yves Lejeune, c'est une autre Skoda Fabia Rally 2 qui dominera l'épreuve. Les frères Pirot et Thibaut Mazouin se sont battus à coups de seconde. Une crevaison en dernière boucle ôtera à Thibaut Mazouin toutes ses chances de victoire. Il monte sur la plus petite marche de ce podium. Dimitri Pirot a de son côté failli tout perdre dans un tête-à-queue dans la dernière spéciale. Il avait fort heureusement pour lui 12 secondes d'avance sur son frère Loïc et c'est donc sur le fil que Dimitri remporte cette édition du rallye de la Semois, devançant son frère Loïc tout juste rentré de l'Omloop van Vlaanderen la veille. Mathias Bohn, régulier de bout en bout, devance la Porsche de Francis Lejeune qui était aux mains d'Éric Cunin, venu ici découvrir les joies du pilotage de cette mythique propulsion. Il clôture ce top 5 de la division 4. En division 1, 2, 3, pour les autos équipées de pneus conventionnels, il n'y en avait que pour Corentin Dozo au volant de sa Peugeot 208 R4. Il remporte l'épreuve avec plus d'une minute d'avance sur son poursuivant Julien Deleuze au volant de son Opel Astra. Thomas Delray monte quant à lui sur la plus petite marge de ce podium. Il devance le régional Laurent Mottet au volant de sa Peugeot 306. Bruno Blaise au volant de son habituel Opel Corsa clôture ce top 5. Son auto accuse désormais un petit coup de vieux puisque cette dernière jouait la victoire au général il y a encore quelques années. Il devance Eddy Maric, 6e au volant de son Opel Astra. On reste dans la marque mais on change de modèle et aussi de taille car c'est loin d'être une petite citadine. Je vous parle de la fameuse Opel Omega de Stéphane Hubin qui pour sa première participation à l'épreuve remporte la classe 11. Jonathan Peters, au volant de sa Citroën C2 R2, devance un autre Jonathan au volant d'une Renault Clio. Jonathan Peters et Jonathan Georges sont respectivement 8e et 9e. Philippe Marchal, ici copiloté par Christopher Salingro, clôture ce top 10 au volant d'une Opel Kadett GSI. En historique, pas moins de 30 voitures ont pris le départ. C'est Rick van Nieuwenhuis qui s'est montré le plus véloce. Il devance Florian Collard pour plus de 2 minutes, tous deux au volant de Ford Escort. La Lotus Elan de la famille de Stex monte sur la plus petite marge de ce podium en prouve historique. Guillaume Glaude, fidèle à la marque suédoise, comme chacun des membres de sa famille, échoue au pied de ce podium. Il devance la BMW 323i de Christophe Leclerc. Voilà, c'est sur ces images que nous quittons cette magnifique région de Bouillon. Le championnat de Belgique des courses de côte poursuit son petit bonhomme de chemin et c'était au tour de l'épreuve de Houillet d'avoir lieu. Cette épreuve du championnat de Belgique avait seulement rassemblé 26 concurrents, un petit plateau mais de très grande qualité. C'est Max GTR-VDB 99 qui s'est chargé de recueillir les plus belles images. On part tout de suite pour Houillet. Regardez. Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. Félicité de toutes parts pour son succès historique à Turckheim, 51 ans qu'un pilote étranger ne s'était plus imposé dans la classique alsacienne. Voici 8 jours, Corentin Stark faisait évidemment figure de grandissime favori. Dès les essais, la cause était entendue au général comme en catégorie 2, puisque le pilote du superbe Nova NP01 abaissait le record de l'épreuve, détenu jusque-là par Jelle de Koning, une 04-19 en 2014. Qu'il améliorait encore toute la journée pour le fixer dorénavant à un remarquable
1:01:92. Un succès, le 5e en Belgique, qui lui ouvre une voie royale pour décrocher le titre 2022, même si tout se jouera le week-end prochain à Sainte-Cécile. Le suspense s'est en fait concentré sur la 3e marche du podium et l'importante victoire au sein des monoplaces de 1600 à 2 litres où Daniel Halley excelle en temps normal. Ses compatriotes Roland Tromp et Renaud Fontenelle ont tout essayé à l'image d'Alain Damien et Fred Errard, mais outre de partager les accessites avec le local William Merny, un ex-copilote de rallye qui fait un très bon usage de sa Formule Renault 2 litres millésime 2000, ils ont dû baisser pavillon face à l'ex-champion de Belgique Jacques Marchal, engagé en national pour tester son autre monoplace, une Dallara F308 plus performante que la Van Diemen FX alignée en ASAF. On ajoutera les autres victoires de classe décrochées par Arnaud Leclerc, premier CN, le Ouilletois Dimitri Perpète, premier CM13, pour ses débuts au volant d'un très beau Norma M20B mu par un Suzuki GSX-R 1000, et Bart de Stadelaire, premier en EX11, dont les performances du charmant proto à base de Fiat 500, la vraie, celle des années 60, ont même séduit Yannick Botson, présent en spectateur. Du côté de la catégorie 1, véhicule de production, nouveau cavalier seul du déjà champion 2022, Loïc Cordier, premier en PF2, au volant de sa Porsche 991 GT3 Cup, suivi de la voiture sœur, une 991 GT3 RS de route, du luxembourgeois Georges Godert, premier en PF3, qui, sur ce tracé très rapide dans sa partie basse, a pu prendre la mesure, 52 centièmes de seconde, de la Peugeot 205 GTI d'un Eric Schrilden qui n'a jamais rien lâché. Derrière, Johnny Swinkels, quatrième sur sa Porsche 996, le français Ludwig Dequesnoy, Renault Clio 2 RS, remporte la classe PF5 et le match des berlines spectaculaires face à la Simcabusa PF3 d'Eddie Harlow. Après 4 années d'interruption, c'était le grand retour des Spa Rétrofolies, ce grand rassemblement de voitures anciennes. Des voitures anciennes, il y en avait partout dans toutes les rues et avenues que compte la ville d'Eau, avec parfois quelques exemplaires assez rarissimes et qui valaient la peine d'être vus. On regarde tout ça grâce aux images de Racing Technique. On prend tout de suite la direction de Spa et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Après une absence de 4 ans, les rétrofolies de Spa nous reviennent plus fortes que jamais. Les événements de 2020 avaient empêché leur tenue, ce qui générait un certain manque auprès des amateurs de voitures anciennes. Pour cette édition 2022, on peut dire qu'il y avait du monde, tant auprès des spectateurs que des participants. Vous pouviez y admirer des autos de toutes les générations, de toutes les tailles, de tous les genres. Leurs propriétaires sont parfois assez surprenants. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune passionné au look très vintage qui possède une magnifique Morris Minor de 1967. Notre ami Cyril qui va un peu nous parler de sa voiture. C'est une voiture de quelle année, de quelle marque? A-t-elle été restaurée ou est-elle toujours dans son état d'origine? Parlez-nous un peu de votre voiture, Cyril. C'est une Morris 1967 avec un petit moteur 1000 dedans. Elle a été restaurée en partie, maintenant il y a encore des choses à faire dessus, donc traiter la carrosserie, quelques points de roue et tout ça, mais ça viendra par la suite. C'est une petite mécanique de quoi? De 1000 cm3? C'était identique au Mini, ce qui était dans les Mini, ces petits moteurs? Oui, c'est un moteur Mini en fait, c'est quasi la même chose, c'est la même base. C'est facile à trouver des pièces en plus, donc c'est chouette. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que vous faites un petit peu avec cette voiture, puisque vu votre costume, est-ce que vous faites des animations ou des choses comme ça avec? Non, j'ai beaucoup d'événements rockabilly, des rassemblements et tout ça, mais aussi beaucoup roulé surtout. Alors Cyril, expliquez-nous un petit peu comment, quand on a 25 ans, on peut s'intéresser et aimer conduire une voiture de 1967 alors que n'importe quel jeune aimerait se balader dans un petit cabriolet avec des jantes rutilantes et des chromes partout. Expliquez-nous un peu ça. Je sais pas, c'est une passion depuis toujours en fait, j'ai toujours été attiré par les vieilles voitures et surtout par l'époque des années 50-60, niveau musical, voitures, vêtements, l'époque en fait, ça me passionne donc c'est un mode de vie. D'accord, c'est un petit peu dans la continuité de l'époque et de cette que vous aimez bien et que vous avez choisi de rouler dans cette petite voiture-là. Et autre question, pourquoi ce modèle bien spécifique plutôt que
une vraie Mini, une Mini Cooper ou une petite Mini qui était très en vogue dans les années 60. Ouais, car tout simplement c'est la voiture du peuple anglais en fait, et comme l'Angleterre est mon pays préféré depuis toujours, c'était un peu la Volkswagen de l'époque au niveau Angleterre, donc j'ai pris une Minor, simplement. Mais vous n'êtes pas encore naturalisé anglais, hein, ça c'est... ça viendra. Ok, merci Cyril. Nous avons continué la visite et en milieu d'après-midi avait lieu l'habituel concours d'élégance. Le changement de direction au sein de la fondation Ars Mechanica de la FN, qui se recentre sur les armes et délaisse un peu les automobiles, nous a laissé un goût de trop peu. Elles nous ont manqué, ces fameuses FN. D'autres voitures ont pris la relève pour ce concours d'élégance. Un show qui a tiré en longueur avec des voitures certes très belles, magnifiquement restaurées, mais pas vraiment exceptionnelles. Au rayon des raretés, nous avons ce magnifique exemplaire de véhicule à vapeur d'avant-guerre. Après avoir longuement suivi ce fameux concours d'élégance, il est temps pour nous de reprendre le chemin du retour. Et là, nous tombons sur l'heureux propriétaire de ce magnifique taxi anglais en parfait état. C'est un Youngtimer, certes, mais collector. Son propriétaire, au flegme anglais légendaire, nous explique les raisons de son choix. Alors justement, Christophe, expliquez-nous un peu pourquoi collectionner un taxi anglais, et même je pense que vous en avez plusieurs. Alors, effectivement, donc j'ai celui-ci qui est noir, un rouge, qui roule moins, même pas du tout pour ainsi dire, mais voilà. Et pourquoi ? Parce que quand j'étais étudiant en Angleterre, nous prenions ces taxis, j'avais 20 ans, je me suis dit j'en aurai un, et puis un jour j'en ai trouvé un, et voilà, je roule avec. Expliquez-nous un peu au niveau mécanique et technique en quoi consiste ce merveilleux taxi anglais. C'est une voiture qui date de 1995 et mécaniquement, comment est-ce que ça fonctionne ? Dites-nous un petit peu. Alors à la faillite de Rover, il fallait quand même des taxis à Londres, etc. Donc la société LTI a repris la construction et le moteur, c'est un moteur Nissan, de Nissan Trade. Donc c'est presque un moteur de camion, hein. Sur l'autoroute ça boit beaucoup, mais si vous le conduisez correctement en ville, je pense que ça consomme moins que les voitures actuelles. C'est un véhicule qui se conduit par inertie, et donc à ce moment-là, vous faites largement moins que du 6 litres au 100. Est-ce que vous utilisez ce véhicule pour des cérémonies ou des choses comme cela, comme certains seraient tentés de le faire avec ce genre de véhicule ? Vous le louez à des fins de démonstration commerciale ou que sais-je ? Pas du tout et surtout pas. C'est l'outil de communication de notre entreprise Graphisil, d'abord, et puis c'est ma voiture de week-end. Donc non, je ne le loue pas, je ne le prête pas, ou vraiment à des amis très proches pour des événements très personnels, mais ça s'arrête à ça. Voilà. D'accord. Et il y a une question qui me taraude toujours pour des voitures un peu spéciales comme celle que nous avions présentée le mois dernier, qui était une voiture construite à l'unité. Comment immatricule-t-on ce genre de véhicule ? Est-ce que c'est homologué en Belgique pour rouler donc sur le sol belge ? Alors absolument. D'abord, il faut le dédouaner, ça c'est la première des choses. Et puis, dans ce cas-ci, ce n'est pas encore un ancêtre, puisque c'est un véhicule de 1995 et nous sommes en 2022. Donc, ce véhicule passe chaque année à l'autosécurité et c'est un garagiste qui est spécialisé dans les voitures anglaises qui s'occupe de la maintenance et de le faire passer à l'autosécurité. Voilà, nous quittons Spa et nous espérons bien à nouveau être de la partie lors de la prochaine édition en 2024. On va reparler rallye dans cette émission avec l'Omloop van Vlaanderen. Cette nouvelle manche du championnat de Belgique disputée dans la région de Roeselare avait attiré, ma foi, un très très beau plateau. Mais que dire de plus, si ce n'est qu'à la fin, c'est toujours le même qui gagne. Même en Flandre, c'est toujours le même. On regarde le résumé complet de cette épreuve signé Serge De Wolf pour les commentaires, Full Throttle, la sangle et le BRC pour les images. Direction Roeselare, c'est parti! Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi à Fleurus. Eh bien, 2 semaines après le Ardeka Hyper Rally et la victoire en BRC de Stéphane Lefebvre, nous voici de retour en Flandre occidentale, à Roulers plus précisément, pour la suite du championnat BRC.
C'est parti pour le 62e Omloop van Vlaanderen avec une première étape riche de 5 spéciales. Et des pilotes devant composer avec l'apparition de la pluie 2 heures avant le passage sur le podium. Les favoris sont dès lors partis avec des pneus rainurés, mais dans la première spéciale, ils ont rencontré des conditions moins compliquées que prévu. Sur son élan d'Ypres, Stéphane Lefebvre, invaincu en BRC cette saison, a d'emblée planté un scratch important, reléguant Vincent Verschuren à 4 secondes 8 et Gino Bux à 6 secondes 3. Sur un tracé convenant habituellement au Porsche 911 GT3, Andy Lefebvre se défendait du 4e meilleur chrono à 10 secondes 1. La pluie a continué à jouer des tours aux concurrents de l'Omloop van Vlaanderen ce vendredi soir. Et dans l'étape spéciale 5, ce sont même des hallebardes qui sont tombés. Quelques minutes auparavant, Stéphane Lefebvre avait répété sa performance à la première boucle dans Silverberg, signant un nouveau scratch impressionnant devant Vincent Verschuren, Gino Bux, Maxime Potti et Nils Renvoet. Changement de registre sous la pluie, avec un premier scratch pour Gino Bux. Après sa petite frayeur dans le zoning, il devançait Lefebvre de 6 centièmes de seconde. Verschuren de 2 secondes 4, Renvoet de 3 secondes 4, Potti de 5 secondes et Andy Lefebvre de plus de 14 secondes. Au bout de cette première étape, Lefebvre reste bien sûr leader devant Verschuren et Bux. La question est désormais de savoir si la Polo et la Fabia seront en mesure de mettre la pression sur la Citroën C3. Ouais, vraiment difficile. On a vraiment pris une grosse averse tout à l'heure à l'assistance avant de partir. Et faire le choix de pneus était vraiment pas évident. Bon, on a quasiment tous fait le même choix de pneus, à part pour la super spéciale dans le zoning. Mais ouais, ça a été compliqué. Maxime Potti et Nils Renvoet clôturent quant à eux ce premier top 5. C'est avec le premier passage du jour dans le zoning de Roulers que s'est achevée la première boucle du jour sur le front du 62e Omloop van Vlaanderen. Alors qu'on attendait plutôt l'apport d'Andy Lefebvre, c'est Stéphane Lefebvre qui a une nouvelle fois surgi, signant un nouveau scratch devant Verschuren, Gino Bux, Nils Renvoet, Peter Jan Michel Krakow. Andy Lefebvre a dû se contenter du 6e temps à 4 secondes 3. Non, le 62e Omloop van Vlaanderen n'est pas encore terminé. Si Stéphane Lefebvre continue d'enquiller les scratchs au gris des spéciales, dans son dos, l'écart séparant Vincent Verschuren de Gino Bux n'en finit pas de se réduire, au point d'être inférieur à 10 secondes au terme de la 13e spéciale. Bon, on fait une erreur, on perd quand même pas mal de temps hier dans le zoning. Et malgré ça, Vincent est un petit peu plus rapide que nous pour le moment. Moi, je prends un petit peu plus de temps que prévu d'arriver à me fine-tuner moi-même et fine-tuner un peu les réglages aussi. Donc voilà, je pense qu'on est à notre place. Je vais vraiment essayer de m'appliquer pour pouvoir essayer de me rapprocher en termes de rythme des deux meilleurs. Résultat, alors que les concurrents allaient prendre le départ de la 80 spéciale, au parcours très piégeux, Stéphane Lefebvre bénéficiait d'un avantage de 51 secondes sur Verschuren et plus d'une minute sur Gino Bux. Tout reste donc à faire. Nils Renvoet, logique 4e à 1,34, précède Peter Jan Michel Krakow. Suivent alors Andy Lefebvre, Eric Wevers, Kurt Boone et Bert Koen, lui leader en Master BRC. Quant à Peter Jan Maillard, il est large leader en historique BRC. Dans les autres catégories, les classements sont figés, avec Marian Gribel toujours en tête du Stellantis Motorsport Rally Cup Belux, et puis la Renault Clio de Gilles Pic menant la danse en Junior BRC. Après sa crevaison dans l'étape spéciale 16 de Beveren, Stéphane Lefebvre avait été contraint de troquer un de ses pneus avant, un slip contre un pluie. Or, les 3 dernières spéciales sont restées sèches et au moment d'entamer la Power Stage, on ne donnait pas cher des chances du Nordis d'engranger des points supplémentaires. Mais c'était sans compter sur la pointe de vitesse de Lefebvre qui a un équipement pneumatique peu idéal, signait le scratch avec un avantage de 2 centièmes sur Gino Bux et 5 centièmes sur Vincent Verschuren. 3 secondes sur Nils Renvoet et 3 secondes 1 sur Peter Jan Michel Krakow. La messe était dite. Au bout du compte, le top 5 était resté inchangé au cours de la dernière boucle.
Lefebvre remporte donc une 5e victoire en autant de participations cette saison. Le pilote de Béthum file droit vers le titre humblement mérité. Encore un bon week-end, franchement. La météo a été capricieuse ce week-end, hein, mais on s'en est bien sorti. On a vraiment bien roulé. On est resté sur les acquis de Ypres et ouais, je suis vraiment content. Encore une fois, merci à l'équipe parce que sans elle, je ne serais pas là. Et 5 victoires sur 5, je ne pouvais pas espérer mieux en début d'année. Ayant récupéré une Polo GTI R5 GoDrive en parfait état de marche et après le coup chaud de la deuxième boucle du jour, Verskeuren a enquillé les scratchs, de quoi assurer la deuxième place finale avec un avantage de 15 secondes 7 sur un Gino Bux de nouveau sur le podium final. Ces deux-là ne déméritent certainement pas, mais cette année, Lefebvre est tout simplement d'une autre dimension. Solide course pour Niels Sorenvoet, dont la 4e place peut être qualifiée de logique avec quelques jolis chronos en prime. Il précède un Peter Jan Michael Krakow qui continue lui de se chercher au volant de la Hyundai de BMA. Derrière, c'est le gouffre avec un Andy Lefebvre 6e qui a dû composer avec un parcours sans doute trop piégeux pour la puissance de sa Porsche. Le top 10 est complété par Eric Wevers, renvoyé à plus de 5 minutes, et qui a sans doute pu mesurer la différence de niveau entre le BRC et la compétition néerlandaise. Dans le sillage du Hollandais, on retrouve la Mitsubishi Evo 10 de Kurt Boone, vainqueur du classement national à Ypres 2 semaines plus tôt. Bert Koen, vainqueur en Master BRC et leader du clan Fiesta R5. Peter et Michel Maillard et la BMW M3 E30 ont régné sur l'historique BRC après le retrait trop rapide de Stefan Stouff. Du côté des Rallye 4, Marianne Griebel a imposé sa Lyon après la sortie de route de l'Opel Corsa de Julian Wagner. Il l'a emporté une 3e fois cette saison en Stellantis Rally Cup Belux, devançant au général un Gilles Pic qui s'est concentré sur le junior BRC et dont il est sorti vainqueur. Un rallye plus compliqué par contre pour Charles Munster, jamais en mesure de matcher les chronos de Griebel, Pic et Wagner durant le week-end. Voilà, c'est donc sur une nouvelle victoire de Stéphane Lefebvre que se clôture cette 62e édition de l'Omloop van Vlaanderen. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, nous nous retrouvons déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, n'hésitez pas à vous consulter notre page Facebook où vous pouvez laisser un petit mot d'appréciation. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be pour revoir cette émission ou les précédentes. En attendant, n'hésitez pas, vous faites très attention à vous toujours et on se retrouve le mois prochain. Bye bye!